my god, juste avant qu'on commence, gang. Cette photo. Ouais, cette photo de Paul est merveilleuse. Ouais. Je viens de tomber dans les albums de Paul en plus ce mois-ci. Là. Maker Need To. Là. Ouais. C'est vraiment juste du troll pendant tout l'album. Il s'en fout complètement. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson de Noël de Paul McCartney? Très bon! Ah ouais, avant je l'haïssais. C'est une de tes préf? Oui. C'est quoi? Ouais. Est-ce que je peux avoir un extrait? C'est quoi déjà? Ça se chante comment donc? Simply having a wonderful Christmas time. Nous avons tout simplement un merveilleux temps de Noël. C'est les paroles les plus... Ouais, c'est formidable, c'est deep. C'est vraiment deep, pour vrai. Qu'est-ce que tu penses du synth là-dedans? Mais tout est bon, je te le dis. Mais c'est bon, mais tout est efficace et simple. Mais les vraies questions... La chanson de John Lennon versus celle... Zéro. Ça, par contre, c'est de la dompe, on va se le dire. Mais non, c'est une joke. Mais Yoko, elle aurait pu pas chanter. C'est très bon. C'est très, mais très je veux bon. dire, moi, je trouve que c'est une belle chanson. Puis comme quand Céline l'a reprise, Céline, il a fait honneur. Honneur! Et elle l'a amené à un autre niveau pour de vrai, on peut se dire. Comment qu'elle s'appelle, cette chanson-là, donc? War is over now. Now. So this is Christmas. And what have we done? Ouais, moi, entre les deux, j'aime pas les deux, mais je préfère celle de Paul non. Un peu plus Jolly Merry Jolly Christmas, OK? Si on va se dire. Le seul album de Noël qui est valable, c'est celui de Vince Guaraldi. Ah, je connais pas Vince. Je le connais pas. Voyons, l'album de Charlie Brown de Noël. Ah, OK. Oui. Tabarnouche, ben oui. Mais moi, j'allais dire le seul album de Noël qui est insane, puis qui peut s'écouter, qui est pas dans le temps de Noël, c'est celui de Destiny's Child. Ah, c'est qui ça? Girls. Destiny's Child, c'est le groupe où est-ce que Beyoncé a fait ses débuts. Solange Knowles. C'est un band? Ouais, c'est un band. C'est elles qui font Say My Name. Say my name, say my name. Ce serait-tu un peu blasphème de dire que c'est un peu comme les Spice Girls, genre même lignée? Blasphème. C'est vraiment différent, ouais. Parce que Destiny's Child, je trouve qu'il y a comme... C'est plus R&B, genre? C'est vraiment plus R&B. Puis tu sais, The Neptunes avec Pharrell Williams qui ont fait leur beat. C'est vraiment plus out there, inspiré par le jazz et tout. Spice Girls, on est plus dans le... Très pop. Là. Ouais. En fait, c'est juste deux groupes de femmes. Je pense que c'est ça le seul point commun. c'est là qu'on est connecté. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Seco. C'est là-dessus qu'on commence ça. Alors, je m'appelle Alexis Blais, je suis avec Florence Lafontaine. Comment ça va, Flo? Ça va bien, toi? Yes. Ben, écoute, ça va. Premièrement, on l'a dit dans le dernier épisode, Flo, mais on peut rappeler vite, c'est quoi le Seco? C'est quoi le Seco, finalement? Si on a à résumer ça, là... on peut le résumer en 4 lettres, hein. C'est cool, c'est quoi? C'est quoi? Le cercle de composition des compositeurs et compositrices de l'Université de Montréal, des interprètes aussi. Je fais un petit side eye à côté. Ouais, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, mais c'est un groupe pour tisser des liens entre toute la communauté de génie féminin et masculin qui forment la musique ensemble à l'Uni, à l'extérieur de l'Uni. On veut juste rencontrer à l'Université de Montréal, c'est une des assos étudiantes c'est ça, qu'on a là. Puis on a décidé de se partir un podcast. Yes, sir. Puis notre premier invité, on reçoit aujourd'hui fabuleux Guy. Me voilà. Guy Lavoie. Guy Lavoie. Comment tu vas, Guy? Ça va bien. Tu te passes de présentation en passant, je pense que tout le monde... tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Guy, son sourire et son saxophone. Savez-vous, je pense que les compositeurs me connaissent plus que les autres gens en interprétation. J'ai comme cette conception-là. T'es méconnu. Peut-être. OK. Mais tu sais quoi, justement, j'avais eu comme idée, toi, pour venir au Seco podcast, parce que, je trouve que tu travailles vraiment avec beaucoup de compositeurs, puis tu fais comme... Je t'ai vu à Ultrason, justement, récemment, tout le kit. Puis j'étais juste vraiment intriguée par comment tu t'es rendu là et tout. Ouais. C'est une drôle d'aventure, un peu, de m'être rendu si incrusté, en fait, comme je disais, dans les cercles de compositeurs, comme vous. Ça a commencé un peu par hasard quand j'ai fait un premier projet de composition, de création, en 2021. J'étais encore à Rimouski dans le temps. OK. Puis c'était avec le VIU. Ah ouais. À c'est quoi Rimouski. ça, le VIU? Le Vivier interuniversitaire. Ah oui.
Puis ils ont toujours leur projet de collaboration interuniversitaire qui est ma foi, assez intéressant. Mais qui est centré surtout à Montréal, si je ne me trompe pas. En fait, la seule raison pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il y avait Florence Tremblay qui était là-dedans. Tu connais Florence Tremblay? Oui, on vient tous les deux de Rimouski. Ah ben oui. Puis c'est une grande amie à mon frère, etc. Grand programme de musique à Rimouski, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conservatoire. Ah, voilà. Quand même assez actif. Ben oui. C'est le 3e plus gros conservatoire au Québec. Ouais, pardonnez mon ignorance. Non, mais je veux dire... On est tous là pour apprendre. On est tous là pour apprendre. Mais donc, toi, tu étudiais au conservatoire à Rimouski dans ce temps-là. 2021, c'était comme le début, ou du moins, on commençait vraiment à tout faire plus en ligne. Et alors, tout ce projet-là se passait en ligne. Donc, la distance n'était pas réellement tant sentie que ça. Ouais. Et j'ai été jumelé avec un compositeur, Omar Barache, qui est maintenant à l'IRCAM. Il était à McGill à l'époque. Et on a travaillé ensemble pour une pièce mixte. Puis ça a vraiment allumé une certaine étincelle que je savais pas que j'aimerais autant faire ça. À ce moment-là, qu'est-ce que tu connaissais de la musique de création, la musique mixte? Pas grand-chose. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai su c'était quoi la musique mixte. C'est en faisant cette pièce-ci. Avant, j'avais pas vraiment grande conception de ce que c'était. Ouais. T'interprétais déjà la musique contemporaine ou t'étais plus quand classique? Même, oui. C'est aussi avec l'instrument que je joue, le saxophone, tu peux pas vraiment pas jouer de contemporain, ou difficilement du moins. Ouais, ben c'est un instrument plutôt récent, là, si on compare aux autres instruments classiques. C'est 1840, le premier brevet, puis il y a beaucoup d'histoires après qui fait que l'instrument n'a pas été intégré aussi rapidement qu'il était prévu de l'être par le compositeur, le créateur. Monsieur Saxophone. Ouais, Monsieur Sax. Mais comme aussi, le sax, ça a tellement beaucoup de qualités timbrales, même comme plastique, qui porte à, je trouve, l'exploration puis l'expérience. Le fait que ça soit comme un instrument avant, la famille des bois ou des cuivres, comme on dirait que son côté hybride, il est vraiment intéressant. Vraiment, il y a comme un aspect mixte déjà, parce qu'il est... à la fois un bois, mais il est fait comme les cuivres, en laiton. Donc, il y a cette dualité-là à l'intérieur même de l'instrument qu'on pourrait extrapoler longtemps et pontiférer même. Oh! Oh God! Mais où je voulais en venir, c'est que le saxophone a un peu toujours eu sa place dans la musique de création. Peu importe le style, il était toujours à l'avant dans plusieurs esthétiques, que ce soit le jazz, les musiques militaires de marche. Il y a beaucoup de ça que le saxophone a été à l'avant. Malheureusement, dans le monde classique de l'orchestre, il n'y a pas eu cette place-là. Moi, à mon sens, c'est un peu une malédiction et une bénédiction à la fois. Parce qu'il y a beaucoup de saxophonistes que je sais qui tueraient pour avoir une place à l'orchestre. Oui, on nommera les noms hors d'onde après. Mais je crois pas que c'est là notre place en tant que saxophoniste. Je pense que c'est vraiment... Pourquoi donc? Pourquoi justement le saxophone n'a jamais été incorporé à l'orchestre symphonique? OK. Donc, premièrement, il y a sa date de création qu'on a mentionnée. Si on prend, je pense que c'est 1846, le premier brevet. Là. Excusez-moi si j'ai tort, mais à cette époque-là, Beethoven et Mozart sont déjà morts. Donc, on coupe, excusez-moi, mais quasiment 90% du répertoire d'orchestre qui est joué aujourd'hui. Tout à fait. Après ça, il y a aussi d'autres aspects qui ont fait que le saxophone n'a pas été tant priorisé par les compositeurs de l'époque. Même s'il y a eu des belles choses qui ont été dites à son sujet, je pense Rossini a dit que c'était l'instrument qui ressemblait le plus à la voix humaine. C'est vrai, ça. Plus que le violoncelle, pensera à ça. Discutable, mais c'est drôle, il y a plusieurs... J'ai beaucoup d'amis qui sont chanteurs et chanteuses et qui jouent du saxophone, dont moi, puis on se fait souvent dire que l'instrument influence vraiment la voix et vice-versa. Je trouve que le saxophone, c'est tellement... Ça s'entend tout de suite. Ouais. Mais continue la Moi, j'aime voyons, il y a ma prof à Rimouski, la prof d'orgue, Josée April, si elle écoute, merci Josée pour tout. Mais très charmante dame, puis elle disait toujours que le saxophone, c'est un tuyau d'orgue expressif. J'aime beaucoup cette image-là. Il y a de quoi de très versatile dans un tuyau d'orgue. Bref. Pour le saxophone qui n'est pas dans l'orchestre, il y a aussi des trucs de marché, en fait, qui ont influencé beaucoup à l'époque où Adolphe Sax, le créateur, était très entrepreneur dans son esprit. Il voulait
voir beaucoup de sax dans l'orchestre. C'était ça sa vision. Il voulait en vendre, là. Exactement. Il voulait vendre du sax. Je pense... Y avait-tu des boutiques de sax? Il y avait sa propre boutique à lui. Okay. Lui, on lui doit la clarinette moderne aussi. Ça, on n'en parle pas nécessairement beaucoup. Puis une autre gamme d'instruments qui avait soit sax ou phone dans les noms, dont les sousaphones. Ah ouais? OK, il y en avait d'autres. Oui, il y a comme une gamme d'instruments qui se voulaient comme des remplacements de ce qui était à l'orchestre. Ah, lui, il voulait... OK, c'était un entrepreneur. Exact. Là. Il voulait... Ouais, que l'orchestre soit remplacé par le... Est-ce que le saxophone baryton, alto, soprano, basse, genre, est-ce que tout a été présenté en même temps? Pas mal en même temps, oui. Si je me trompe pas, il y avait déjà sa famille de 7 instruments quand le brevet a été déposé. Ou du moins pas très longtemps après. Il a comme conceptualisé déjà un ensemble. Ouais. C'est vraiment fun. Oui, tout à fait. Puis, en fait, si on pense maintenant à la conséquence de cet esprit d'entrepreneur-là, c'est qu'il s'est fait quelques ennemis, dont les autres fabricants d'instruments, qui ne voulaient pas nécessairement perdre toute leur... leur part de marché. Exact. Les instruments qu'ils créaient. Donc, il y a eu certains boycotts qui ont été faits à l'époque. Tu mets un saxophone dans ton orchestre, tu ne reçois plus de nos instruments, etc. À ce point-là, Donc, ça l'a comme nuit à l'intention que sax avait, mais ça l'a pas tant nuit au saxophone parce qu'il a vite trouvé un endroit. Puis cet endroit-là, c'était les musiques militaires. C'est un instrument qui pouvait jouer fort dehors en marchant. Ça, c'était formidable pour eux autres. Puis, dans les communautés un peu plus défavorisées, le jazz. C'est ça. Les débuts des musiques populaires. Parce qu'on est au tournant, du moins presque du 20e. C'est ça. Ils se sont complètement appropriés le saxophone. Oui, ils en ont fait leur propre pratique. Ben oui. Puis souvent aussi, il faut le dire, le jazz, à ses débuts, c'était une musique afro-américaine. Oui. Donc, ça contribue encore au facteur qu'il n'était pas tant désiré dans la musique classique européenne très blanche. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, il y a plein de facteurs qui ont fait que le saxophone n'était pas tant priorisé dans le monde orchestral, dans le monde très classique, institutionnel de la musique comme on connaît. Ouais. Puis il y a eu un gros revirement depuis, puisque le saxophone est un des instruments très utilisés en musique contemporaine, à moins que je me... C'est absolument vrai. Je m'avance, j'ai aucun chiffre pour prouver ce que je dis, mais il y a beaucoup de sax quand même. Ouais. Puis ça, c'est super, c'est un instrument, comme tu dis, très, très versatile. Ouais. Moi, à mon sens, c'est sa plus grande force. Puis c'est la plus grande force d'un saxophoniste, la personne qui en joue, c'est d'être versatile. De ne pas se barrer à une esthétique, un mode de jeu favori. Moi, j'essaie vraiment d'éviter ça dans les contextes de création, d'avoir un éventail le plus large possible, quitte à le peaufiner puis à aller dans la même lignée que le compositeur. Ouais, je pense que de nos jours, c'est comme de mise que la versatilité puis le plus de choses que tu peux faire, c'est... Je veux dire, c'est à ton avantage toujours. Ben oui. Puis surtout en tant qu'instrumentiste, avec les réalités de la musique électronique et mix, je veux dire, on peut en faire du chemin quand même sur nos ordi. Fait que d'avoir des interprètes qui peuvent juste, je sais pas, se couper en mille, là, je veux dire, c'est tout quelque chose à avoir dans sa boîte à outils. Mais c'est tellement intéressant. J'aime ça, le sax, OK? Ouais, c'est vraiment formidable comme instrument. Moi, je suis vendu. T'es vendu? Ah ouais? Mais là, t'es rendu, tu fais une maîtrise en ce moment. Ouais, je termine ma maîtrise cette session-ci. Je me souvenais plus que t'étais à maîtrise. C'est incroyable. Ouais. OK, wow, ça bravo, Guy. Ils grandissent tellement vite. Oui. On les voit pas grandir, là. C'est incroyable. Ça a été un parcours à l'UDM qui va avoir, somme toute, aller assez vite. 2 ans. C'est ça. 4 sessions, tu sais. OK, tu l'as fait très rapidement. Tu l'as fait en 2 ans, ta maîtrise. Ouais. Puis avant, t'étais-tu au conservatoire à Rimouski encore? Ouais. OK, d'accord. Donc, moi, je suis déménagé en 2022 pour faire ma maîtrise à l'été. Puis, je regrette pas du tout d'avoir fait le choix de devenir à la faculté de l'UDM, justement pour les compositeurs, l'espèce de... Il y a une fougue qui est vraiment pas... présente dans les autres universités, à mon sens. Pas le même genre de goût pour l'expérimentation et pour la collaboration, la création, etc. C'est vraiment mis de l'avant. Ou du moins, peut-être j'ai cherché ça dans mon parcours. Mais en tout cas, tu l'as trouvé. Tu as collaboré avec beaucoup de compositeurs, compositrices à l'école. Ton dernier projet a été joué à Ultrason. Peux-tu nous parler de cette pièce-là? Oui, absolument. C'était avec Alexandre Sasset, qui
il m'a approché, puis le but de sa pièce, en fait, c'était vraiment d'explorer le no input. Oh! Je suis sûr que vous allez être capable de mieux expliquer c'est quoi le no input que moi. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Moi, j'étais pas là ce soir-là, mais tu disais qu'il y avait des pédales. Des pédales de chez Moog Audio. Chez Moog Audio. Dans la note de programme. La note de programme disait chez Moog Audio, vous irez là. Parce qu'ils ont passé, je pense, beaucoup de matériel, mais du no input. Hey, tu me mets sur le spot, mais je veux dire, il n'y a pas d'input. On utilise l'électricité qui se passe déjà dans la table de mixage. Puis, on joue avec les paramètres, puis le contrôle de voltage avec les boutons dessus. C'est des boucles de rétroaction, en fait. Donc, on branche l'output dans l'input. Puis, ça crée du feedback. Ouais. Donc, c'est de sculpter ce feedback-là pour arriver à faire toutes sortes de sons, finalement, là, avec des outils. Là, ça avait l'air d'être des pédales ou je sais pas quoi. Mais donc, lui, de son côté, était sur scène et jouait de no input. Ouais. Puis toi, tu l'accompagnais au saxophone. Exact. Comment ça se passait, cet échange-là? Ça a quand même été un assez long projet de collaboration. On a commencé ça en septembre, je crois, donc assez tôt dans la session, puis on se voyait une fois par semaine, 1h30, 2 heures au plus. Vraiment juste mâcher des idées, voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Cette approche collaborative-là, pour moi, est vraiment de mise, en fait. C'est là qu'on trouve vraiment le plus intéressant d'un côté puis de l'autre. Donc, on se voyait une fois par semaine. Lui, il avait vraiment son rôle de compositeur qui, je pense, ça le rendait heureux, en fait, de vraiment proposer les idées, puis que moi, je rentrais dans celle-ci par après. Ça faisait une boucle de rétroaction entre vous deux. Mais en fait. c'est ça, j'allais dire, il y a tellement un parallèle, je trouve, mais par rapport au no input, par rapport à votre collaboration. Puis moi, la partie qui m'a marquée dans cette pièce-là, qui était ta respiration circulaire. Encore une fois, c'est ça une boucle, mais ouais. C'est ça. Mais tu dis que Alexandre t'a proposé ça. Ouais. Comment il t'a trouvé? En fait, c'est Comment vous êtes trouvé? C'est-tu la liste d'interprètes du SECO? Plug! C'est vraiment une drôle d'histoire, ça, parce que il y a eu la lampe de feu tôt dans le début de l'année. Oui. Ouais. Puis moi, je pratiquais en haut. Attends, c'était-tu l'été, au mois de juillet? Non, c'était un peu plus tard. Okay. Donc, vraiment début de la session d'automne. Puis là, je pratiquais, moi, à ce moment-là. Évidemment, il faut sortir, tout le monde sort. Ouais. Je suis dehors, je fais pas grand-chose. Et il y a Nicolas Bernier qui m'approche au loin, comme en me pointant. Il te pointe de loin? Pas poli, ça, Nicolas. Il vient me chercher, il me dit « J'aimerais ça que tu travailles avec un de mes élèves. » Puis il m'a présenté Alexandre à ce moment-là. Fun. Ben oui. Et moi, évidemment, j'ai dit oui, parce que pourquoi dire non à des si beaux projets? Mais ça se passe souvent comme ça, en fait. Une tragédie, un feu, puis on se rencontre, on fait de l'art. Trauma bonding. C'est toujours ça, en fait. Mais oui. Ben oui. Puis, qu'est-ce que lui avait amené sur la table en début de c'était projet? C'était vraiment no input. Il me dit, ça se peut que tu joues pas grand-chose. OK. Il voulait explorer des affaires avec moi. Puis on a vraiment sculpté la pièce ensemble d'une façon qui m'a vraiment plu. Moi, je pense que le produit qu'on a fait en décembre dernier était vraiment intéressant. Autant pour le saxophone, le jeu, que la conception de la pièce et aussi son jeu à lui. Je pense qu'il y avait une belle complicité là-dedans. Mais justement, parce que je me demandais si... Peut-être j'avais mal lu la note de programme, puis j'avais pas catché que c'était du no input, mais je pensais qu'il faisait un jeu de feedback avec ton son, tellement que ça marchait. J'influençais définitivement ce qui se passait dans sa machine. Parce qu'il y avait 2 dispositifs. Là, je pourrais pas trop expliquer qu'est-ce qu'ils sont, mais 2 dispositifs qui fonctionnaient comme des micros. Ou du moins qui était capable de capter le son ambiant, de le rentrer dans sa machine. Donc, est-ce qu'à ce moment-ci, c'est toujours du no input? Je suis pas là pour débattre de ça. Il y a un petit peu d'input. Il y a un petit peu d'input. Je sais pas. Définitivement du input. Il y a un petit peu d'input. Mais du moins, tout ça, en fait, ça faisait que ça se mélangeait en une masse sonore un peu. Ouais. Donc, le son que tu produisais était de pair avec celui qui produisait. Vous étiez dans le même flux. OK. Puis ça l'a vraiment... C'était un terrain fertile pour des explorations qui ont été quand même assez gagnantes, je pense. On a eu des moments qui ont bien marché pendant notre performance. Tellement. Je pense que les moments les plus intéressants, en fait, c'était des longues montées, justement en respiration circulaire que Florence pointait, où j'augmentais tranquillement la nuance
tout en faisant de la respiration circulaire, donc pas besoin d'arrêter pour respirer. Et ça faisait vraiment des vagues de sons qui augmentaient jusqu'à comme une espèce de climax qui, après ça, disparaissait. Dans sa machine qui, elle, prenait le temps de vraiment déficeler l'affaire un peu. La décomposer. Ouais, exact. C'était vraiment beau. Ça le fait aussi du bien, je trouve, à Ultrason. C'est toujours le fun. Ben, pour ceux qui ne savent pas, Ultrason, c'est une vitrine, en fait, pour les personnes... C'est un festival. Un festival pour toutes les personnes en musique numérique. C'est ça, à l'Université de Montréal. Où il y a de la musique expérimentale, on a des performances, des installations, plein de choses incroyables. Et je trouvais que ça le fait du bien de voir la musique mixte à Ultrason. Effectivement. Ouais. Je pense que, j'en ai vu moins, on dirait, cette année que l'année passée. Je sais pas, peut-être que c'est moi. Mais j'ai manqué une journée. Il y a peu de musique mixte à Ultrason. Le programme de musique mixte ne joue pas à Ultrason habituellement, à moins que je me trompe, mais il me semble que c'est le cas. Il me semble que c'est beaucoup pour les gens en musique numérique et les gens à la maîtrise qui font des projets mixtes, que là, c'est également leur tribune. Tu sais. Est-ce que ce compositeur-là, rappelle-moi son nom. Alexandre, est-ce qu'il est à la maîtrise? Non, il est au bac. OK, il termine ça cette année aussi. C'est ça, Au bac en musique numérique. Okay. Oui. C'est ça. C'est fun, ça. Mais oui, c'était vraiment super de voir un instrument, un vrai instrument. Un vrai instrument dans notre Ultrason. Puis comme, il y avait eu un autre numéro de No Input, de Noise, la soirée d'avant. Antoine. Ah oui! C'était hot, là, qui marchait sur des pédales. C'était assez formidable. C'était très rock. Je veux pas du tout réduire en disant varger sur des pédales. Là. C'était bien réfléchi. Il était juste super... C'était super bon. Puis je trouve que les deux No Input étaient très différents. Ce qui est tellement cool. Ouais. C'est tellement cool. Vive Ultrason. On le dira jamais assez. Hein? Vive Ultrason. Puis, l'année passée, tu as participé à un voyage. Oui. À une résidence. Ouais, j'ai eu cette chance-là. Une chance au VIU? C'était avec le VIU? En relation avec le VIU, mais c'était principalement le Vivier, l'organisation mère, en fait, qui a pris ça de son bord, qui voulait vraiment que ça arrive, je pense, avec les collaborations qu'il y avait eu au courant de l'année. C'est un formidable projet. Là. C'est fou. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. C'était arrivé vite. C'était quoi? C'était un échange, c'était une rencontre Canada et Ukraine qui se rencontraient à l'IRCAM, à Paris. Donc, on était associés à l'IRCAM, mais la résidence ne se passait pas à l'IRCAM. D'accord. Donc, en fait, le concept de base, c'était un peu comme le projet de collaboration interuniversitaire où différents compositeurs de différentes universités sont mis en paire avec différents interprètes de différentes universités, mais à une échelle internationale, mettons. C'est ça, donc c'est comme leur échange à Montréal. Ils font ça chaque année. Ils font des petits groupes avec des interprètes, des compositeurs, compositrices. Mais là, à l'international... Donc, c'est sûr que c'était à plus petite échelle. On était 7 en tout dans le projet. Félicitations. Merci. Ben oui. Donc, moi, j'étais l'interprète canadien. J'aimerais mieux dire québécois. Hein? Québécois. Oui, on partait tous de Montréal. L'interprète québécois. Montréalais. Montréalais. Oui. Non. Américain. Nord-américain. On a grandi. Oui, tout à fait. Non. C'est ça, j'étais l'interprète du groupe de Québec qui partait. Et même chose du côté ukrainien, il y avait un interprète qui partait et 2 compositeurs, compositrices qui venaient à Paris avec nous. Donc, de notre côté, à Québec, il y avait Philippe McNabb-Séguin de McGill et il y avait un duo de compositeurs, compositrices, Lily. C'est quoi son nom de famille? Je pourrais pas m'en rappeler. Non, mais non plus. Mais on l'insérera au montage. Désolé, mais Lily. Et Jules. Lily. Bastien Fontaine. Oui. Et donc, eux travaillaient ensemble pour une pièce au violoniste qui s'appelait Ilia, si je me souviens bien. Et moi, j'étais jumelé avec 2 compositrices ukrainiennes qui s'appelaient Olexia et Masha. Donc, c'est vraiment une super rencontre pour faire... moi, j'avais une pièce mixte et une pièce saxophone solo. OK. Et c'était 2 semaines où on travaillait tous les jours. Moi, j'avais 6 heures de pratique par jour, donc 1 heure et demie avec chacune des compositrices et un autre 3 heures, en fait,
pour ma pratique à moi personnelle. Et non, on travaillait pendant 12 jours, si je ne me trompe pas, à l'ambassade de l'Ukraine à Paris. Ouais. Oh, God. Ouais, c'était quand même quelque chose. Okay. C'était pas l'endroit le plus adapté à la pratique. Ouais, OK, ça m'étonne. J'avais pas capté cette information-là. Non, okay. C'est en effet. C'était aussi dans un moment sensible pour l'Ukraine. C'est là encore, mais... Rappelle-nous les dates de cette résidence-là. C'était l'hiver passé ou cet été? C'était cet été. Ouais, le concert a eu lieu le 1er juillet. OK. Donc, on avait 12 jours avant ça pour la pratique. Et c'était très intense, autant au niveau humain du truc. Je pense que moi, ça m'a beaucoup affecté de travailler avec ces gens-là. Je me sentais un peu... il y avait comme un espèce de... Comme un sentiment d'imposteur, un peu là-dedans, de travailler avec eux pendant que ça va si mal pour eux. Et ils sont si souriants et souriantes. Ouais. Et j'avais de la misère à réconcilier ça, un peu, l'aspect... la relation à la difficulté qu'il vit en ce moment. Ça m'a quand même beaucoup affecté. Je pense que j'ai passé un été assez bizarre. Après en être revenu, j'étais un peu... ça m'avait brassé. Ça t'a chamboulé beaucoup. Ouais, un peu. Puis j'avais trouvé ça important de le mentionner, ça, pendant le concert. J'avais pris, après ma dernière pièce des deux, j'avais pris comme 1 minute, juste j'avais écrit un petit quelque chose dans mon journal, puis je voulais le partager, comme les belles personnes qu'on a rencontrées, etc. Juste de dire que c'était quand même une expérience musicale très intéressante, oui, mais aussi humaine, assez... j'avais un sentiment d'humilité après ça, d'être comme... Certainement, puis aussi, je veux dire, c'est confrontant la question de... Comme tu disais tantôt, ça va tellement mal dans leur vie, peut-être dans leur pays, entre autres, des gens qui perdent la vie. Puis la création artistique reste centrale dans leur vie. C'est vraiment très honorable. Puis c'est à se questionner. C'est vraiment le fun. Je pense que j'avais écrit dans les lignes il y aurait toutes les raisons d'arrêter, mais sont là avec nous. Ouais. Puis ça, je me rappelle que ce sentiment-là m'avait beaucoup atteint. Quand même assez... profondément. Ouais. La fin aussi, je veux dire, toi, t'es revenu au Québec. Ouais. Puis eux sont sûrement retournés. C'est ça, tu sais. Fait que, ça, c'était vraiment un projet que je pensais pas que j'aurais la chance de faire si rapidement. Ça faisait même pas 1 an que j'étais arrivé à Montréal, ou presque, puis que cette opportunité-là est apparue. Alors, j'étais agréablement surpris. Puis comme tu nous parles des relations humaines que tu as développées avec ces personnes-là, quand tu es un interprète qui travaille devant le compositeur ou la compositrice, comment ça se passe, cette relation-là? Est-ce que tu es comme, je dois quelque chose, je dois une virtuosité à cette personne? Est-ce que c'est un échange? Est-ce que c'est une boucle à rétroaction? Une boucle, oui. Je dirais que ça a assez évolué, cette idée-là de la collaboration dans ma tête. Je me rappelle que mon premier projet, je m'offrais un peu comme un canevas blanc à mon compositeur. T'étais de la pâte à modeler. Exact. Je vais faire peu importe ce que tu veux que je le fasse. Un acteur, là, je peux me fondre dans n'importe quoi. Exactement. Que ce soit possible ou non, veux, puis, je vais faire de mon mieux pour le rendre. Puis je pense que cette approche-là est vraiment valable. Surtout pour commencer, parce que en réalité, cette façon de penser-là vient du fait que tu n'es pas vraiment sûr de c'est quoi tes idées. Ah non, qu'est-ce qui t'intéresse? Quand t'es un interprète, quand t'es un jeune interprète. Ouais, exact. T'as juste cette idée-là que, moi, je fais ce qui est écrit. Ben oui, en classique, c'est beaucoup ça, tout à fait. Jusqu'à un certain point, mais tu sais, dans le sens, c'est beaucoup... on reproduit les idées des autres. Oui, tout à fait. Puis, en fait, l'interprétation, c'est ça, c'est le rendre le plus fidèlement une idée qui n'est pas la tienne. Oui, puis mettre son propre jus quand même. Il y a quand même toute cette art-là de l'interprétation. Mais la première étape, évidemment, oui, c'est de s'approprier le truc. Quand tu commences aussi, j'imagine, tu veux le plus possible faire ce que l'autre veut, puis tout. Puis là, tu découvres. Ben moi, j'ai mon son, j'ai mon style, j'ai ma manière de jouer, j'ai ma signature. Comme par exemple, je sais pas, les personnes... qui écrit des chansons pour les autres. Faut que tu fasses le plus comme si tu étais quelqu'un d'autre, mais tu gardes tes mots, ton vocabulaire, ta poésie, je veux dire. Ça.
Fait que j'imagine que c'est un peu comme ça, je veux dire. Il y a définitivement une part de ça, oui. T'écris des sons dans le temps pour quelqu'un d'autre, je veux dire. OK, ouais. Puis... Mais cette relation-là a changé quelque peu à travers le temps. Ben, je pense que c'est bon d'avoir ça comme dans sa poche arrière, de ressortir cet esprit-là. Si tu sais vraiment pas où tu t'en vas avec ça, t'es juste comme, bon, je suis là. Je te donne les clés du char, là. Exact. Tu fais ce que tu veux avec ça. Puis mon problème, là. C'est ça. Mais je pense que de ce que je comprends puis que je me suis rendu compte à l'Université de Montréal, c'est que les compositeurs adorent les idées des interprètes. Ben oui. Oui. Vous êtes fringants. On n'en a pas. Si tu veux. Allez, mais vous êtes vraiment fringants On fait juste ça, chercher des idées dans le vide à ma année, là. Je les ai toutes données, les idées. Et en composition, on est de même tout le long. Guy, moi, j'ai plus d'idées. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, ça va des deux sens, une espèce de recherche de ce que l'autre veut. Ouais. Puis ça, c'est vraiment intéressant dans les premiers stades d'une collaboration comme ça, c'est peut-être un peu étrange de dire ça comme ça, mais essayer de déjouer l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Veux-tu me dire quoi faire ou il veut que je dise ce que je veux faire? Puis il y a ce jeu-là un peu qui est intéressant. Mais je pense qu'on pourrait être plus ouvert dans ce dialogue-là. Ouais. Quelque chose que moi-même, j'ai de la misère à ouvrir. Mais de vraiment le verbaliser en début de projet. Quelle dynamique tu souhaites qu'on ait ensemble? Comme tu nous parlais aussi avec Alexandre Sasset, que c'était un échange. Ouais, tout à fait. Je suis sûre que ça l'a amené à la pièce qu'il a fait, puis il était dans son rôle de compositeur, mais je veux dire, d'avoir des idées de la personne, ça montre aussi un entrain, je veux dire, que ton interprète te donne des idées, ça montre qu'il veut le faire, qu'il veut participer, qu'il veut l'amener à un autre niveau, ta composition. Fait que je pense que c'est ça, les deux ne devraient pas avoir peur. Je pense que les compositeurs, compositrices travaillent de moins en moins avec des instruments, mais pas pour tout le monde, je généralise, mais de moins en moins avec des instruments, puis de plus en plus avec des personnes. Puis ça, je trouve ça super beau, avoir des approches plus humaines dans la création. Ouais, tout à fait. Après ça a ses limites, évidemment. Quand tu essaies d'ériger une pièce ultra précise où la partition doit être effectuée de façon très, très, très précise pour que le tout puisse se construire, c'est sûr que ça peut avoir ses limites, mais c'est une approche qui amène justement plein d'idées que le compositeur, compositrice n'aurait pas nécessairement au départ. Ça dépend toujours du produit voulu à la fin de ça. C'est sûr. Est-ce que tu voulais 60 musiciens, mais là, tu ne pourras pas travailler avec 60 interprètes? Je veux dire... Ouais, tu peux! Il n'y a rien d'impossible. On est en train d'expérimenter, je veux dire. Imagine 60 Guy. Ça serait fun, ça serait fun. En plus, on a un Guy tout calme qui vient de se faire masser aujourd'hui. Ben oui, il est zen. Ses muscles sont mou. Ben oui, il est prêt pour la session qui recommence. Oui, tout à fait. On se parle en début janvier. Faites attention à vous, les musiciens. Faites attention à les compositeurs, tout le monde. Ouais, allez vous faire masser, c'est la chose la plus importante. Le massage. Ben oui. Mais honnêtement, je trouve ça drôle parce que maintenant, je suis en composition. Mais avant, j'ai vraiment interprète, total interprète. Et apprendre à prendre soin de sa personne et sa santé, c'est quand même une grande partie d'être interprète. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Genre, surtout, mais j'étais en chant, donc, tu vois, à bord de l'eau, pas fumer de cigarettes. Ben ouais. Parle-nous de tes mauvaises habitudes. Non. On parle de vices, là. Mais non, on parle pas de tes vices. Quels sont tes vices? Mais c'est ça, c'est le fun que tu prennes soin de toi. Puis ça va t'aider à avoir de la longévité dans ta passion. Puis il y a aussi l'aspect en interprétation. Il y a de quoi dans la culture de l'interprétation qui est assez toxique, à mon sens. Principalement dans la quantité de pratique. Je pense que c'est quelque chose, on en parlait de qualitatif ou quantitatif tout à l'heure. Elle est plus fort pour les gens derrière. C'est important que tu parles de ça. Je pense que les interprètes ont une approche qui est tellement quantitative dans j'ai pratiqué X nombre d'heures. Peu importe dans quel état, peu importe. Et il y a vraiment, à mon sens, rien de pire pour ta santé, ton plaisir d'être un musicien, d'être un interprète. J'essaie vraiment le plus possible d'avoir une approche qui est qualitative, de me dire ça c'était une bonne séance de pratique, pas en termes de temps, pas en termes de qu'il faut que je rentre 6 heures de pratique aujourd'hui. Pas un but qui est numéroté, mais un but qui est
Ressenti. Ouais, exact. Adjectivé. Ouais, exact. Je me sens bien après cette pratique-là. J'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir, j'ai accompli X, Y. Comment se passe une journée de pratique pour toi, Guy? Ouh, j'aime ça. Ah ouais? T'es sûr que tu vas aller là? Ah oui. T'es sûr? Ben, justement, c'est quelque chose qui, pour moi, est très personnel. OK. Non, mais j'ai pas de mal à en parler, mais c'est dans... Tu l'as pas dit dans la pré-entrevue, ça? C'est dans le... Non, mais justement, c'est dans pas mettre des... comme infecter le cerveau de quelqu'un d'autre avec mes attentes. D'accord. Ouais. Ah, mon Dieu. Ben oui. De me dire, moi, je vise X de temps. Donc, ouais. Implicitement, ce que ça pourrait vouloir dire pour les autres, c'est moi, je fais pas ça, je suis peut-être moindre. C'est ça, puis j'évite tellement ouais. ça dans mes relations entre interprètes. Des influences. J'aime ça. Ouais, des influenceurs. Des influenceurs. C'est la new trend. Je l'école ici. Mais moi, je pense que c'est important oui. de tenir une distance entre interprètes, de laisser les autres avoir leur routine, d'assumer que c'est santé pour eux, puis d'être bien avec la sienne. Parce que une approche très quantitative aussi, de pratiquer des 6 heures par jour et tout, de pratiquer dans le sens de pratiquer beaucoup, ça peut être très sain pour certaines personnes. Ça peut être une très bonne affaire pour certaines, pour d'autres. C'est ça, ça peut être moins sain. Fait c'est ça, c'est vraiment juste... J'ai pas de mal à dévoiler une journée type, tu sais, mais dans le sens que c'est pas ça pour tout le monde. Le mettre en préambule. La vérité absolue n'est pas la journée. Moi, dans ma journée, j'ai 3 séances de 2 heures qui peuvent être des 45 minutes, des 1 heure. C'est pas... Tu nous le dis, finalement. Ouais, je vous le dis, là, je me mets à nu. Mais c'est 3 séances de 2 heures qui vont cibler à chaque fois quelque chose de différent dans le jeu. Donc, le premier 2 heures de bloquer, en fait, c'est pas des 2 heures de pratique, c'est 2 heures qui sont bloquées dans la journée. Ouais, c'est une autre façon de le voir. La nuance est importante à apporter. C'est bon, ça. Le premier 2 heures, c'est essentiellement tout ce qui est technique, gamme, juste la position, confort. Tu startes la journée avec ça. Après ça, généralement, je joue soit soprano, soit alto. Donc, j'aime ça séparer mes pratiques par instrument. Donc, la deuxième va soit être soprano ou alto, dépendamment du répertoire que j'ai à jouer. Et l'autre, même affaire, mais avec l'autre instrument. Donc, c'est des blocs de 2 heures, pas nécessairement 2 heures de pratique. OK. Et il y a au moins 1 heure de pause entre. Ça, c'est le plus important. Oui. Pour laisser aérer tout seul. Puis aussi au niveau des muscles, la bouche, le corps... Tout ça, c'est demandant aussi. Quand même. Oui, tout à fait. Pas se tanner de faire quelque chose si c'est toujours relié avec un sentiment négatif. C'est ce que ça peut faire. Surtout quand nos anciens hobbies deviennent nos passions, deviennent nos métiers. Il y a comme ça devient un travail. Puis je veux dire, c'est correct, c'est la plus grande chance dans un sens. Mais comme c'est important de prendre des petites pauses, garder ça le fun. Puis mettons, Guy, tu pratiques pourquoi ces jours-ci? Est-ce qu'on a des projets qui s'en viennent? Ouais. En pratique. Le plus important, cette session-ci, c'est évidemment mon récital de fin maîtrise. Oui, c'est quelle date qu'on y aille pas de date encore. Tout le web, ça va être le net mai. va se rendre là. En mai. Je vise début du mois de mai. Ma fête, c'est au début du mois de mai. Ah, wow! Imagine, c'est ta fête. Et ça serait tellement un beau cadeau de fête. C'est quoi ton programme pour ce récital? Donc, j'ai 4 pièces qui ont déjà été écrites pour le saxophone et une création. Je trouvais que c'était important d'avoir au moins... De ta part? Non, mais je ne suis point compositeur. C'est correct. On demande. Non, mais c'est Alitéa Ripoll cool. qui va composer ça. C'est pour saxophone, voix de soprano et électronique. Qui va débuter le concert. Donc ça, c'est très excitant. C'est encore un projet qui est pas embryonnaire, je dirais pas ça, mais qui est encore à ses débuts. Je pense qu'on a fait beaucoup d'exploration à la session dernière. On était dans le cadre du cours de Pierre Michaud, musique mixte. Donc, on avait vraiment une belle tribune pour explorer ce qu'on voulait, ce qu'on aimait, ce qui nous intéressait. Je pense que ça prend une forme qui va être assez intéressante, qui va varier un peu ce que j'ai déjà dans mon récital. Puis, comme on en parlait au début, un des points les plus importants pour moi, c'est définitivement la versatilité de l'instrument. Puis c'est quelque chose que je voulais mettre de l'avant dans mon récital. Et aussi favoriser les musiques le plus nouvelles possible. La plus vieille pièce que j'ai a été composée en 1987. Après ça, c'est Mon Dieu. le plus récent possible. Tu fais pas de batch, tu fais pas de... Non.
Malgré que j'aime ça, je vais faire du banc. J'en pratique un de ce temps-ci. Pour, Très bon pour la technique aussi. Ouais, c'est le fun, Bien c'est sûr. beau. Ça parle à l'âme, si une telle l'âme. chose existe. Si une telle chose. Ah oui. Puis Ça je me existe. demande, toi, en tant qu'interprète, là, admettons si on se fait ça un petit peu en conclusion, peut-être. Mais on verra, là, Ah oui, mais peut-être. c'est quoi le genre de musique que toi, t'écoutes? Puis est-ce que t'es du genre à écouter de la musique expérimentale, contemporaine, ou t'écoutes du beau Paul? J'écoute un peu tout. Je te dirais que, étrangement, ce que j'écoute le moins, c'est probablement de la musique contemporaine expérimentale. Peut-être dans le but de garder ça frais. Oui. De pas non intentionnellement plagier quelque chose d'autre. J'essaie d'écouter le moins de saxophone possible. Je pense c'est vrai. il y a quelque chose aussi qui fait que quand on joue X de temps par journée, puis là, dans tes temps libres, t'écoutes du saxophone aussi, tu overdose un peu à un moment donné. Ouais. Sax overdose. Ouais, tout à fait. Donc, j'essaie de varier le plus possible. De ce temps-ci, ça fait un certain moment, je suis très punk. J'ai Oui, beaucoup mais de c'est plaisir vrai que t'es à- punk, Guy. Je suis très punk, oui. Oui. Yes! Yes. Faut le dire. Qu'est-ce que t'écoutes? T'écoutes du punk? Et quand même, je suis bien gros dans Idols parce qu'ils en Ah sortent ouais, un ok. nouveau en février. Ouais. Je suis comme en train de me build Fun. up. Là. Les as-tu vus à Toronto quand ils sont passés cet été? Non. Non, ils vont sûrement repasser Ah ouais, hein. passer à Montréal à un moment donné. Là. Mais Ils ouais, sentent quelque paraît que c'est chose, des bons hein. shows. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024, Guy? Ben, des compositeurs qui veulent collaborer. Le groupe avec Émile et... Ben oui, d'autres Ouais. compositions avec Ouais. Yamkai, pour ne pas les Yamkai. nommer. Ouais, ça, je serais... Émile et Gabriel, toujours super bon partant. show que vous C'était le faites. fun. Ben, merci. mhm. Puis ça, justement, ça a vraiment touché des tendances esthétiques qui me plaisaient beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai eu tant de plaisir à faire ce projet-là. Qui sortait vraiment du moule classique. Que on est un peu pogné dedans. C'est des ça, fois. juste en finissant, comment ça s'est passé, cette collaboration-là? Vraiment, vraiment bien. Ouais, C'est une de mes favorites. Wow. Ouais. Cool. Quand on le refait en novembre, Mhm. puis on jouait ça au conservatoire, on a vraiment pogné de quoi. Parce que je pense que la pièce, le concept, l'espèce de ligne du temps de cette pièce-là est vraiment bien établie. Mais là, on a juste eu du fun avec, Ouais. avec les idées. Pour résumer un peu, c'est quoi le projet, c'est quoi la pièce? Oui, donc Yamkai, en fait, je vais parler pour Émile et José. José. Mais je pense que ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un groupe comment on pourrait dire, dont les membres sont toujours amovibles. Je pense qu'il y a une espèce de cœur, en fait, qui est Émile et Gab, qui, lui, ce cœur-là va se coller à un peu tout le monde qui va dire oui, en fait, je pense. Ben oui, Ok. Et je pense qu'il pourrait faire Fumigène avec quelqu'un d'autre. tout à fait. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Je perdrais pas de sommeil. Mais je sais qu'ils veulent faire plusieurs autres pièces avec d'autres interprètes. Je pense que c'est vraiment cette idée-là qui les motive, qui est vraiment, vraiment intéressante. Moi, si je n'étais pas interprète, j'essaierais de devenir un membre permanent de ce chœur-là. J'aime ça. Puis leur musique prend des racines non seulement de musique contemporaine, musique Oui. improvisée, rock aussi. Oui, tout Ils à fait. veulent, puis de ce que je comprends du projet, ils veulent aussi quitter un peu les scènes de musique contemporaine, puis Ouais. tourner leur show dans des bars aussi, dans des salles en région. Vraiment, ils veulent partir avec leur sac à dos sur la route, puis collaborer un peu avec les musiciens qu'ils rencontrent, musiciennes qu'ils rencontrent sur la route. C'est important parce que je trouve, mais c'est vrai en même temps, je pense, que la musique Pas juste moi, c'est la contemporaine réalité. puis la musique électroacoustique mixte qu'on entend ces temps-ci est vraiment dans les institutions, dans les conservatoires, dans les universités. C'est assez niché, je veux dire. Puis là, qu'un groupe comme Yamkai, c'est ça? Ouais. Veulent tourner en région, dans les petites grenouilles et les shakers. Ben oui. C'est vraiment le fun, ça démocratise le tout. Puis comme, je crois que les gens, leur oreille, elles s'affinent de plus en plus à l'électroacoustique ou ce qu'on connaît. Je veux dire, même avec l'arrivée du lo-fi, je trouve que ça l'a quand même changé. Des vinyl crack, genre dans les beats, les textures, les trames sonores sans drum. Je pense qu'il y a une belle place en ce moment. Moi, à ça, je voudrais rebondir avec une question pour vous deux. En fait, moi, depuis le début de la session dernière, en fait, il y a l'idée qui est liée à la musique contemporaine. Comme, qu'est-ce que c'est réellement?
la musique contemporaine autre que la musique institutionnelle des facultés de musique aujourd'hui. Puis moi, j'ai un problème avec le terme musique contemporaine parce qu'il réfère pas à maintenant, mais il réfère à un mouvement d'il y a 50 ans. Alors, je pense moi, j'ai de la misère à dire je fais de la musique contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, de faire de la musique contemporaine? Comment tu explicites ça à quelqu'un qui ne connaît pas ce monde-là? C'est une très grosse question. Puis, je pense que ça, c'est un gros problème. On en fait tous. Je veux dire, je pense qu'on est tous capables de dire qu'on fait de la musique contemporaine, mais moi, j'ai un gros malaise à l'expliciter à quelqu'un. Puis je pense que ça, c'est une question qu'il faudrait tous ensemble se poser sur ça. Puis dire, est-ce qu'on fait encore de la musique contemporaine ou on est ailleurs? Y a-t-il un autre terme qui pourrait mieux expliquer ce qu'on fait, l'expliciter? En même temps... Oui, désolé. Est-ce que... Ben non, t'inquiète, c'est moi. Mais en même temps, je pense que les termes, peut-être à chaque 5 ans, ils deviennent farfelus. Je veux dire, si on pense à... OK, musique concrète, musique électroacoustique, musique acousmatique, musique nouvelle complexité. Hey, on fait de la nouvelle complexité. Musique moderne, nouvelle musique contemporaine, je veux dire. Les termes deviennent de plus en plus farfelus, puis je pense que pour les compositeurs et les compositrices, s'accrocher à un terme, peut-être que c'est de comme on dit, synthétiser l'ensemble de tout ce qu'on fait, parce que c'est, je veux dire, surtout en expérimental, je veux dire, ce qui est un autre terme pour coller à une musique, mais les styles sont tellement divers. Honnêtement, je préfère dire fait musique expérimentale que musique contemporaine. Je suis d'accord. Souvent, il y a cette connotation-là. Les gens peuvent être un peu... peuvent vouloir s'éloigner un peu de la musique expérimentale parce qu'il y a cette connotation-là un peu vieillotte des années 50, tu sais, de faire... Mais notre approche est souvent expérimentale, en fait. Puis ce que ça veut, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut faire avant d'écrire. Souvent, les matériaux se font vraiment... après des expériences, vraiment après avoir dit que je vais essayer tel truc, je vais voir qu'est-ce que ça donne, ça me donne ces matériaux-là. Fait que par expérience, je vais les mettre ensemble pour voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que c'est expérimental, effectivement. C'est un terme intéressant. Mais c'est vrai que ce qu'on fait, nous, c'est très basé dans les institutions. On est à l'université. Quand même, on est soutenu de beaucoup d'institutions autour, le vivier aussi s'en est. Vous deux conservatoires. Mais c'est pas vrai que ce qu'on fait se fait juste dans les institutions. Il y a, cet art-là est très, très vivant dans les cultures underground à Montréal, mais n'est pas nommé nécessairement musique électroacoustique ou musique acousmatique. Ou, tu sais, c'est de la... Il y a beaucoup de noise, beaucoup de musique électronique. Dans les centres de yoga, avez-vous déjà écouté la musique dans les centres de yoga? C'est du drone, là, ambiant. C'est hot. Mais genre... J'ai la chance de travailler avec des enfants puis de faire la médiation d'électro pour les enfants dans le communautaire. Puis, je suis souvent, justement, confrontée à... OK, ils me demandent quelle sorte de musique que je fais en ce moment. Là, je suis avec des ados de Hochelaga qui ont environ 16 ans, qui sont comme... Je leur dis contemporain, électroacoustique. Eux autres, ils vont faire, excuse-moi, je veux même pas écouter ce qu'ils disent. Pense yoga. Mais c'est ça. Moi, je leur dis beatmaking, un peu bizarre, un peu out there. Quand tu l'écoutes, il y a un vidéoclip qui se passe dans ta tête. Là, c'est le même qu'on en parle, tu sais. Mais, je pense que le plus gros problème là-dedans, c'est vraiment le terme qui est directement relié, en fait, à une relation au temps. Contemporain, c'est ça, c'est une relation au temps. Et ça, je pense quand ces mouvements-là ont été conceptualisés, c'était une grosse erreur de relier ça au temps. Ouais, mais peut-être que par la suite, peut-être que il y a des changements suffisamment... Si on a un changement de paradigme suffisamment grand qui survient prochainement, ben peut-être que... Je me dis peut-être que ce nom-là, contemporain des 100 dernières années, peut changer vers un autre nom. Je pense que peut-être qu'on est vers la fin de la phase expérimentale de la musique puis qu'on se dirige vers la phase yoga, je sais pas, mais comme, tu sais, d'appeler ça contemporain, c'est juste qu'on n'a pas de meilleur mot pour expliquer mais moi, c'est quoi. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate que notre recours, c'est ça parce qu'on n'a rien d'autre.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui se décide après l'ère, justement? Je veux dire, peut-être, est-ce que... Là, je pense en ce moment à la musique baroque, la musique classique, la musique romantique, impressionniste. Ben, c'est ça. Je suis pas sûre. Il appelait pas ça musique baroque. Il appelait pas ça non plus pas mal sûr, je suis le baroque, pop moi. music, genre, il était... Ouais, ben, je sais. Il était pas comme, je suis dans l'ère baroque en ce moment. Mais peut-être que c'est des choses qui se décideront plus tard. C'est rétroactif. C'est rétroactif, puis que notre combat en tant qu'artiste, c'est de se battre contre ces termes-là pour qu'ils changent quand on est parti, peut-être. Ouais. Je sais pense pas. que c'est une belle façon de voir ça. Mais moi, c'est quelque chose... Ça me garde pas nécessairement réveillé la nuit, mais j'ai définitivement des problèmes avec dire je fais de la musique contemporaine. Ouais. C'est dit. Ouais, c'est dit. On part en guerre. C'est quand même des choses qu'on pourrait demander demander aux personnes qui se disent compositeurs, compositrices de musique contemporaine, si on en reçoit dans le podcast. Ça va être la première question à chacun de nos podcasts. Pour ou contre musique contemporaine? J'écouterais. All right, on a un auditeur. Je suis vraiment content. Yes. Vraiment, moi, ça m'inquiète dans un sens. Ouais. Qu'on soit rattaché à ce terme-là encore. La terminologie qui nous définit jusqu'à notre art. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Puis c'est un terme, en fait, qui, à son naissance, a comme pas grand sens. Mais comme tu dis, c'est juste l'époque. Ouais. C'est l'époque actuelle. Mais, contemporain, nouveau. Il voulait juste dire musique pop, puis il voulait pas, le dire, je pense. Je sais pas. Tout à fait. Je sais pas. On fait de la pop, là. On fait de la pop. On fait du Paul. Ultrason concert pop de l'année. Ben, je pense qu'on s'en va vers ça. Je pense qu'on s'en va vers une popification. Ça serait hot. Tout à fait. Merci tellement, Guy. Ah oui, merci. Tu as été une formidable. J'aurais d'autres questions, mais ça va. On va te réinviter, Guy. On te réinvite n'importe quand. Vraiment, t'as la carte chouchou du podcast. Ouais, premier invité. Bravo, Guy. Merci full. Merci à toi, Guy. Merci. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. Bye. Wow.